Alors j'ai une anecdote, c'est sur les films de Clapiche. Il adore filmer les scènes où des gens courent et il dit ouais, il y a des gens qui sont beaux plastiquement, mais ce que j'aime bien chez Romain, c'est qu'il peut courir. Et il y a des acteurs que je prends pas parce qu'ils savent pas courir, ils ont l'air d'un canard et tout. Il fait, moi j'adore les scènes de course et Romain il sait courir donc c'est trop bien. On n'avait pas eu cette discussion comme quoi les scènes de course dans les films, la façon dont ils courent dans les films d'action, c'est super esthétique et ça fait automatiquement, ça donne du sérieux au personnage. Mais moi je suis d'accord, genre Tom Cruise, tu vois. Tom Cruise, il court super bien. Il sait courir, tu vois. Et je pense qu'il faudrait faire un top tier list des acteurs qui savent courir. Des meilleurs coureurs. Mais tu sais que pour Mrs. and Mrs. Smith, je me disais, Childish Gambino, enfin Donald Glover, c'est trop bien et tout, j'étais content de le voir. Et quand je l'ai vu courir, je me suis dit, waouh, il peut être un acteur de film d'action. Mais finalement, est-ce que tous ces acteurs, ils ne courent pas après l'amour ? Est-ce que tout le monde ne court pas après l'amour ? 5K. Oh. T'es mort ? Ouais, man. L'imprévu, qu'est-ce que ça veut dire ? Dis-lui, mon ami. Il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Bonjour et bienvenue à tous les perdus et les retrouvés, ainsi que les amoureux, amoureuses et les solitaires et les amis, pour ce nouvel épisode de Projection Perdue, le podcast cinéma de la Chimérathèque. Je suis Damien et je suis accompagné par Louis. Bonjour Louis. Salut. Alors Louis, est-ce que tu aurais un petit mot romantique pour cette émission avant qu'on attaque ? Est-ce que j'ai le droit de lire un poème ? Ah, vas-y. Fluide d'être aimé, sueur d'été, je préfère le pli des tissus que le pli de la peau et la caresse des mots que celle des corps nus. On va le prendre. J'ai pas de mots romantiques à proprement parler, mais j'ai une phrase de Lacan et je peux te faire une imitation de Lacan qui parle d'amour. Aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Alors, vous l'avez peut-être compris, nous sommes à quelques jours de la fête de l'amour, amants et amis, ne soyons pas réducteurs, la Saint-Valentin. C'est sous ce signe que sera placé notre podcast. Alors, Louis, je te propose d'évacuer rapidement quelques éléments techniques maintenant pour nous plonger assez rapidement dans le film. L'Arnaqueur, c'est une comédie française, une comédie romantique française, sortie en 2010. Et le film raconte l'histoire de Alex, un briseur de couple professionnel. Avec sa sœur et son beau-frère, il gère une petite société spécialisée dans le sauvetage de femmes malheureuses en amour. À la demande d'un proche, ils interviennent en séduisant la femme pour lui ouvrir les yeux et inciter à quitter l'homme inadéquat. Pour cela, Alex use de son indéniable charme et de techniques de drague bien rodées, mais également de méthodes d'espionnage pour fouiller la vie de ses cibles et découvrir leurs failles. L'affaire tourne assez bien, mais ils sont en manque d'argent. Ils vont donc accepter une mission compliquée. Séduire Juliette, une riche héritière, filant l'amour parfait avec un bel Anglais dont le mariage est prévu dans quelques jours. Louis, on va attaquer dans le vif de ce sujet. Qu'est-ce que tu as pensé de L'Arnaqueur ? Moi j'ai un rapport particulier à L'Arnaqueur parce que je l'ai vu quand même beaucoup de fois, je l'ai découvert jeune et j'adore L'Arnaqueur. Enfin, je trouve que c'est une comédie romantique qui est bien faite, j'aime pas ce terme-là normalement dans les films, mais qui je trouve qui est extrêmement efficace. Et qui arrive à me réconcilier avec des acteurs que j'aime pas beaucoup, Romain Duris et Vanessa Paradis, que je suis pas hyper fan normalement de leur jeu ou même dans quoi ils jouent et tout, mais là je sais pas, je trouve que l'alchimie entre les deux marche assez bien. Donc il y a toujours les poncifs un peu du coup de la comédie romantique, on sait que ça va bien finir, on sait qu'ils vont plus ou moins finir ensemble, mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose en plus d'un peu original. Déjà le pitch est assez original en fait, et puis ça nous met tout de suite dans le bain. Son but, c'est de séduire les personnes en fait dans sa vie, c'est son métier, donc finalement on n'a pas toute cette histoire de la rencontre, à comment ils vont se rencontrer, on n'a pas de les poncifs du quiproquo où en fait ça peut pas se faire parce que et ouais, c'est un film que je trouve drôle, efficace, qui est assez bien réalisé, et je trouve que surtout ça se voit que les acteurs prennent énormément de plaisir. Sur le tournage, je les trouve vraiment excellents. Ça se passe à Monaco, si je me souviens bien, une grande partie du film. Et je sais pas, t'as vraiment le sentiment que t'as envie d'être sur le tournage, quoi. Tu sens que ils sont vraiment amusés et qu'ils se sont pas pris la tête sur le tournage. Et je trouve que ça fait vraiment du bien. Ouais, ça se ressent dans le film. Alors moi, c'est un film que j'ai adoré découvrir et que j'ai beaucoup aimé revoir. Alors normalement, les comédies romantiques, de manière générale, m'intéressent pas tellement, mais ici, c'est un peu particulier. Et ce que j'aime bien, c'est le tout début du film qui est légèrement inquiétant. Il dure pas longtemps, ça fait une dizaine de minutes. Le film, il fait environ 1h40. Et en fait, au début, t'as un peu une ambiance simplement d'un couple qui est en vacances.
Et au fur et à mesure, tu as des éléments d'ambiance, d'espionnage qui commencent à être mis en place. Donc l'introduction, elle a été tournée au Maroc et c'est un couple qui est en vacances et la femme veut aller voir les dunes, mais l'homme, il veut rester à la piscine, surtout qu'il est tombé sur un tract d'un concours de t-shirts mouillés. Et tu as des éléments qui se mettent en place pour évoquer un élément inquiétant comme du kidnapping. En fait, tu as une introduction un peu comme un trailer et une fois que on comprend que c'est eux qui ont piégé afin que la femme quitte son homme, ça enchaîne sur un effet pub, c'est-à-dire qu'ils commencent à se présenter en expliquant c'est quoi leur travail. Et j'aime bien parce que ça brise un peu le quatrième mur, parce que c'est pas une pub qu'ils sont en train de tourner, c'est juste qu'ils sont directement en train de parler aux spectateurs pour expliquer comment est-ce que l'entreprise fonctionne, et ils multiplient le montage d'images pour voir les différents travaux qu'ils ont déjà fait, ce qui permet de voir comment Romain Duris et son équipe changent constamment de personnalité pour séduire les différents personnages. Et j'aime bien en fait parce que dès le début du film, tu as un changement de ton et ça met en avant rapidement l'humour, et ça t'offre des plans bien montés et très dynamiques qu'on va avoir durant tout le film. Et pour résumer le but de leur entreprise, je trouve que François Damien le résume très bien en disant simplement on ouvre leur cœur, pas leurs jambes. Moi, j'ai quelques réserves sur le fait qu'on en parle comme une comédie romantique, parce que je trouve que ce qui domine avant tout dans le film, c'est l'humour et l'action, et qu'au final, la romance se met vraiment tardivement en place. Et il y a un autre élément qu'on voit pas vraiment, c'est la façon dont il bouge sa caméra. Alors, c'est rien d'exceptionnel, mais il a des mouvements de caméra extrêmement discrets qui participent, pour moi, à rendre le film extrêmement efficace. Alors, on a commencé à en parler vite fait, Louis, vu que tu as commencé à citer les différentes personnes qui ont joué dedans. Je vais revenir un peu en arrière pour évoquer le réal, parce que c'est Pascal Chaumeil, donc c'est le seul film de lui que j'ai vu. Je sais pas si tu en as vu d'autres. Non, j'en ai pas vu d'autres, parce qu'il est décédé prématurément, malheureusement. Il en a fait quelques-uns, quand même. Oui, il en a fait très peu au final, il se compte quasiment sur le doigt d'une main. Par contre, il a débuté comme assistant réel. Est-ce que tu sais pour qui il a bossé au début ? Non. Il a bossé pour Luc Besson. Et du coup, il est assistant réel sur Léon, Jeanne d'Arc et Le Cinquième Élément, qui est un film qui parle c'est pour d'amour. ça qu'il y a Léon, des trucs pareil. un peu cringe dans le film. Ouais, légèrement. Mais tu vois, c'est pour ça, à mon avis, que tu retrouves vraiment ce mélange comédie et action qui en fait... toujours selon moi pas un film romantique, à moins que tu considères que Léon et Le Cinquième Élément sont des films romantiques, mais ça c'est pour un autre débat. Et par contre, en co-scénariste, il a quelqu'un ça m'a fait rire de découvrir qui c'était, c'est Laurent Zetoun. Et en fait, il a écrit quelques comédies françaises, dont Avant les 11 commandements avec Michael Youn, ce qu'il a rien à foutre ici. Mais c'est surtout son travail de producteur qui m'a surpris, parce que là, il coécrit L'Arnaqueur, et un an plus tard, il produit Intouchable avec Omar Sy et François Cluzet, qui a été un succès, un méga succès. Et en 2015, il produit aussi La mort de Staline d'Amando Lacuni, ou Lacuni, je ne sais pas trop, que j'aime beaucoup, c'est un réal que j'apprécie énormément. Et l'un des derniers trucs qu'il a produit, c'est Le sens de la fête, du coup d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano, qui avaient fait justement Intouchable. Qui est un très mauvais film. Comme Intouchable ou Le sens de la fête ? Les deux. Oh non, moi j'aime bien Intouchable. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, il est un peu là dans un coin à produire plein de films français. Alors, Romain Duris, au moment où il joue dans L'Arnaqueur, il joue Alex, du coup, un jeune séducteur dont on n'arrête pas de répéter dans le film qu'il abandonne dès que ça devient dur. Et Romain Duris, il a commencé avec Clapiche. Au tout début, il fait partie de ses premiers films, tu as Clapiche qui est là. Mais surtout, alors, je pense qu'il explose vraiment avec L'Auberge espagnole et toute la saga qui va arriver derrière, qui a été vraiment un coup de boost à la carrière de Romain Duris. Et depuis 2020, Romain Duris est un peu sur le retour de la scène, parce qu'il a enchaîné Eiffel, il a enchaîné Les Trois Mousquetaires, et là il vient de finir Le Règne animal, et je viens de découvrir qu'il était présent dans Dali de Dupieux, ce qui fait qu'il tourne vraiment au milieu de toutes les dernières grosses productions des années 2020, et même pour les petits films, Le Règne animal que j'ai vu et que j'ai bien aimé. Et c'est aussi un officier de l'ordre des arts et des lettres. Donc ceux qui ne savent pas, c'est une reconnaissance étatique française pour les artistes qui sont distingués au cours de leur carrière par une performance, et dont cela a permis de faire rayonner la France dans le monde. Et voilà. Et L'Arnaqueur, précisément, moi c'est un film, avant L'Arnaqueur, Romain Duris, j'en avais un peu rien à faire, même si j'avais vu L'Auberge espagnole et que j'avais bien aimé, mais c'est vraiment L'Arnaqueur qui m'a fait aimer
l'acteur. D'ailleurs, petit dernier détail dessus sur Romain Duris, c'est que depuis 99, il est nommé au César et il n'a jamais gagné. Mais ouais, moi j'aime vraiment bien. Bah, dans les clapiches, j'aime bien Romain Duris, mais c'est vrai que bon, il joue un peu le beau gosse et bah c'est vrai que il peut renvoyer ça. En fait, il joue un peu le mec qui est beau mais sans trop faire d'efforts et tout, ce côté un peu un côté Alors, homme des bois. Et je crois que c'est ce que voulait il a un Patrick Chaumeil côté aussi. nonchalant et aussi une Ouais, tête c'est de ça, un con. côté C'est nonchalant. vraiment le mélange des Et- deux qui fonctionne. Et du coup, il est vraiment bien casté. Et je reviens sur ce que tu as dit sur le côté film d'action. Et c'est vrai qu'en fait, le film est vraiment construit comme un James Bond et un Mission Impossible. C'est-à-dire qu'il va commencer par une mission dont on n'a pas le début, tout comme les James Bond, où en gros, Romain Duris va séduire une fille. Et en fait, toute cette séquence qui se passe au Maroc marche vraiment super bien pour t'introduire le film. Et en fait, t'es vraiment dans « Putain, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est vrai que tu pourrais croire que c'est le début d'un film d'espionnage, en fait. Et pareil, à un moment, il a au téléphone son client qui veut qu'il séduise l'héritière. Et il lui dit cette mission, si tu l'acceptes, ou quelque chose comme ça, mais qui est vraiment une ref. Et je trouve que ça se voit aussi dans les musiques, où c'est très jazzy, où c'est très... c'est des musiques de films d'enquête, en fait. Tu me fais une excellente introduction parce que c'est une des blagues que j'aime le plus, qui est que finalement Romain Duris accepte cette mission entre guillemets impossible et il se présente à Vanessa Paradis qui joue Juliette, donc la personne qui doit séduire et empêcher le mariage. Et lorsqu'il se présente à elle, il lui dit que c'est son garde du corps parce que son père a reçu des menaces. À ce moment-là, tu sais, Juliette, elle appelle son père pour demander et le père reçoit l'appel avec le gars qui a embauché Romain Duris à côté, il fait votre gars c'est vraiment un con, il s'est fait attraper et t'as Vanessa Paradis qui fait ouais je veux pas d'un garde du corps et tu vois le père qui fait attends il se fait passer pour un garde du corps mais en fait votre gars c'est un génie et tu sais t'as toute la scène où il demande à Vanessa de passer le téléphone à Romain Duris et il fait vous êtes fait passer pour un garde du corps et t'as Romain Duris qui est en mode affirmatif monsieur, il fait j'arrive pas à savoir si vous êtes un con ou un génie et il répond j'ai bien des qualités vous savez mais tu sais le truc comique de t'as un mec qui dit un truc et lui il veut pas se faire griller donc il répond autre chose mais ouais et du coup ouais Vanessa Paradis qui est présente dans le film Vanessa Paradis qui est avant tout une chanteuse mais pour revenir à sa carrière au cinéma techniquement il y a 3 films de elle que j'ai vus qui sont L'Arnaqueur où elle a un des rôles principaux, Un monstre à Paris qui est un film d'animation où elle fait du doublage et elle chante pour, et t'as aussi Pollux le manège enchanté que j'adorais petit et que j'arrêtais pas de regarder en boucle mais entre-temps, j'ai grandi. Et l'autre truc que j'ai découvert, c'est qu'elle est présente dans le documentaire Lost in La Mancha, le documentaire sur le Terry Gilliam jamais réalisé. Et ici, elle joue Juliette, et en fait, c'est un peu compliqué, je trouve, de décrire son jeu, parce que elle joue bien son personnage, mais c'est aussi parce qu'on lui en demande peu, indirectement. Je trouve que c'est une présence un peu fantomatique qui devient au fur et à mesure constante, parce qu'elle est surtout là, au final, j'ai l'impression, pour être le reflet de Alex, donc joué par Romain Duris. En fait, elle devient consistante au même moment où Alex commence à sortir de son rôle de juste être là pour faire sa mission. Je suis pas vraiment d'accord parce que ça va avec un peu ce qu'il dit en gros quand il essaye de la... En fait, il y arrive pas parce que forcément, elle va se marier avec l'homme parfait qui est super riche dans quelques jours et tout ça. Et il dit c'est un volcan qu'on a besoin de réveiller. Et en fait, c'est ça, c'est un peu ce côté c'est une grosse bourgeoise. Et du coup, elle va se marier un peu dans ses codes sociaux bourgeois avec un Autriche. Ça fait un peu pas mariage forcé, mais mariage arrangé de 2 grosses familles. Et du coup, lui, il va essayer de réveiller son côté animal. Et du coup, c'est pour ça que son jeu marche bien, parce que tu la sens vraiment dans la retenue tout du long jusqu'à la fin. Une des scènes où ça marche bien, c'est où elle entend George Michael, où ils sont dans la voiture, c'est Wake me up before you go. Et tu la vois, t'as vraiment un 35 mm sur sa face, où tu la vois, elle ferme les yeux, elle se met à chanter, et elle se retient de chanter. Et je trouve que elle joue particulièrement bien dans la scène. Mais je trouve que c'est pareil pour Alex, c'est-à-dire que Alex, il fait son travail, mais il le fait un peu de manière mécanique, tu vois, parce que séduire, embrasser et libérer l'autre, c'est un truc qu'il fait à répétition, il fait semblant d'avoir des sentiments, c'est son travail de faire semblant. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, elle joue un peu le reflet de Alex, qui est le personnage principal, qui est Romain Duris, parce que au moment où Romain Duris va commencer à devenir passionné par sa mission, il va se rendre compte que en fait, Vanessa Paradis, elle est un peu pareille. Pour moi, c'est juste
pour moi, le film, il fonctionne comme ça, c'est-à-dire que elle joue son reflet, elle a une performance que je trouve solide pour ce qu'on lui demande dans le film, mais en soi, c'est vraiment eux deux qui font semblant d'avoir une vie, qui pensent avoir la vie qu'ils veulent et qui se rendent compte qu'en fait, non, ils sont tous les deux dans un amour un peu inadéquat. En fait, ils mentent aux autres et ils mentent à eux-mêmes aussi. Oui, et t'as une autre actrice qui participe au réveil de, de Romain Duris, c'est Julie Ferrier qui joue sa sœur dans le film et qui est un peu la gestionnaire de l'entreprise. Et je sais pas toi, mais en rematant le film, je me suis dit que le film lui donnait pas assez de crédit parce que tout au long du film, elle passe son temps à se déguiser, à inventer des rôles et même quand elle est sur le point de se faire arrêter, elle arrive à trouver des excuses. Ouais, elle non, est vraiment, elle est incroyable. vraiment bien, elle joue vraiment bien. Mais en fait, je trouve que le trio, du coup, le trio des arnaqueurs, entre guillemets, Romain Duris, François Damiens et Julie Ferrier, leur alchimie marche hyper bien parce que du coup, t'as François Damiens qui est un peu le clown, t'as Julie Ferrier qui est le clown blanc qui vient en mettre de la raison en mode non, mais arrête. Et Romain Duris qui est un peu entre les deux. Et je sais pas, je trouve que leur trio marche super bien. Tu sens une alchimie entre les trois personnages. Julie Ferrier retrouvera Vanessa Paradis dans Un monstre à Paris. Et François Damiens, en fait, quand tu regardes sa carrière avec l'arnaqueur, bah, il commence super bien. Genre, il fait OSS 117, Dick Koenig. Et après, il fait La famille Bélier, qui vraiment le fait exploser. Et c'est aussi un mec qui est dans l'ordre des arts et des lettres. Et en fait, l'un des trucs que François Damiens garde de OSS 117 et que tu retrouves dans l'arnaqueur, c'est qu'il a toujours ce côté un peu en décalage avec les personnages par rapport aux situations. C'est-à-dire que eux, ils veulent faire un truc et lui, il pense un peu à côté et ce qui crée des situations extrêmement drôles. Mais il y a plusieurs moments où il est extrêmement drôle, notamment où quand il s'engueule avec sa femme, quand ils font un jeu où ils font semblant d'être tous les deux personnes différentes. Et que François Damiens est en mode ouais, tu serais prêt à tromper ton homme, et elle lui répond ouais, je serais prêt à le tromper avec toi. Et t'as François Damiens qui commence à engueuler sa femme parce qu'elle a dit qu'elle serait prête à le tromper, et elle qui essaye de justifier, mais vu que je te trompe avec toi, je te trompe pas vraiment. Alors ouais, en fait, il on est l'a un peu évoqué, naïf comme un enfant, je trouve. oui, D'ailleurs, c'est ce qu'il dit avec en ses interview. rêves Il de dit je vouloir vais jouer être comme un enfant. Il est pas idiot, mais ouais, un peu je veux être acteur. Puis il en fait toujours des caisses dans ses personnages. Là où je trouve la romance marche assez bien, c'est que justement le scénario justifie le fait qu'il tombe amoureux rapidement, même si du coup tomber comme ça un coup de foudre en 5 jours, c'est toujours un peu difficile à avaler. Et je trouve que là, ça passe vraiment bien parce que les conditions sont assez réunies, en fait, je trouve, pour les personnages. Vite. Alors, il tombe amoureux vite parce que le mariage, au moment où il est embauché, je crois qu'il a lieu dans moins de 10 jours. Mais au niveau du film, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup son temps. C'est pas... J'avais une amie qui me disait que oui, ça se voit dès les premières minutes qu'il y a un truc entre eux, et je lui répondais non, ça se voit pas selon moi. C'est juste parce que vu que tu vas voir une comédie romantique, tu sais qu'à la fin, les deux, ils vont avoir un truc. Mais le fait qu'ils tombent l'un et l'autre amoureux de l'autre, c'est vraiment un truc qui prend son temps et qui arrive très tard dans le film. Au final, c'est un truc qui est tout con, mais tu sais, dans toutes les comédies romantiques, t'as le dernier acte qui commence par le All is lost, c'est-à-dire que finalement, ils ne s'aiment plus, ils doivent se séparer, il y en a un ou deux qui a fait la bêtise. Généralement, c'est ce qui va combler les 30-20 dernières minutes d'un film romantique, mais là, c'est juste les 10 dernières minutes. C'est vraiment un truc qui arrive en accéléré. Ouais, en fait, je trouve que ce qui est bien, c'est que tout est perdu dès le début et que ça va être progressif. Et donc, pour ceux qui l'auraient pas vu, le film, évidemment, Romain Duris va tomber amoureux de la personne qui doit séduire. Mais je trouve que dès le début, on te présente ça comme impossible. Et donc, en fait, tout ce qui est perdu vers la fin, c'est pas perdu parce qu'il y a eu un quiproquo comme il peut y avoir ou parce que finalement, la vie fait qu'il s'éloigne. C'est comme, c'était déjà ce qu'on savait d'avance, en fait. Donc, t'as un espèce de setup de oui, elle va se marier avec quelqu'un dans quelques jours, donc en fait à la fin on n'est pas surpris de se dire c'est un peu capillotracté le fait que finalement ils finissent pas ensemble, au moment où tu as le All is lost. Mais là le truc particulier c'est que d'habitude quand il arrive à séduire une femme, il lui fait un discours qui fonctionne, qui permet que la femme reprenne sa vie en l'oubliant lui, parce qu'il est censé être l'homme juste d'un moment. Le problème que tu as dans le film à ce moment-là, pas le problème du film, mais le problème de son fonctionnement, de la méthodologie de l'entreprise, c'est qu'à ce moment-là, vu qu'ils ont improvisé tout du long et que Alex a fait un truc qu'il ne faisait jamais, c'est qu'il s'est ouvert pour pouvoir séduire Vanessa Paradis,
il se retrouve lui aussi à tomber amoureux de la même façon dont Vanessa Paradis avait été tombée amoureux, mais avait accepté de tomber amoureuse et d'avoir une vie monotone, et elle se rend compte que bah y a pas que ça. Et c'est pour moi, c'est vraiment un film qui mélange parfaitement comédie et action, parce que tu vas voir par exemple la sœur de Romain Duris, Julie Ferrier, dans le film, qui va constamment changer de tenue quand ils seront dans l'hôtel. Et t'as aussi tous les trucs d'action, notamment quand il va sauter sur la voiture pour empêcher le faux braquage qu'il a organisé, ou même toute la poursuite à pied jusqu'au saut dans le bateau quand Vanessa Paradis essaye d'échapper à son garde du corps. C'est vraiment un film qui mélange la comédie et l'action parfaitement, et qui garde un bon rythme dans lequel on ne s'ennuie jamais. C'est un film extrêmement honnête, mais au final, c'est un film qui est dénué de romantisme. C'est un romantisme qui n'apparaît qu'à la toute fin, parce que les deux sont dans des rôles totalement différents. Il n'y a qu'à la toute fin où finalement tu as ce truc de l'amour qui commence à se mettre en place. Je suis d'accord que l'amour, tu le vois vraiment à la fin. Après, lui, tu sens qu'il est amoureux. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que tu sens qu'il tombe amoureux quand même progressivement. Quand il utilise des artifices, bah, tu sens que les deux sont fake. Et du coup, c'est pas un amour impossible par des conditions matérielles, oui, parce qu'elle, c'est une fucking bourgeoise qui du coup est ultra fake. Mais tu sens que quand ils vont se délier et tout ça, notamment la scène où il danse Dirty Dancing, que je trouve vraiment très très belle, où il va lui raconter son premier amour et son premier râteau. En fait, tu sens que c'est au moment où ils se livrent les deux un peu plus. D'ailleurs, ça se voit aussi dans ses habits. Elle est plus en costard, elle met juste un jean, etc. Et tu vois, ils vont se baigner, c'est en mode ils commencent à faire des trucs même illégaux ensemble. Et il y a ce truc un petit peu C'est pas totalement illégal, parce que le restaurant, il est vraiment improvisé, mais la scène où ils vont se baigner avec les dauphins, c'est pas un truc illégal, parce que c'est un des trucs qui faisait partie du plan, mais qu'ils ont pas pu mettre en place, parce que la meilleure amie de Vanessa Paradis est arrivée. Donc c'est vraiment la scène du restaurant qui est le mouvement de déclic. Avant, Alex, il dit oui, je vais aller sans restriction et tout, il va improviser, mais le premier truc qui monte, c'est un truc qui était déjà prévu de base. C'est vraiment le restaurant, donc on est vraiment dans l'une des dernières scènes de fin où tu as tout un déclic. Et tu parlais de la musique, et c'est extrêmement intéressant que tu en parles, parce que le film est notamment connu pour les musiques, la façon dont il l'utilise et de la façon efficace dont il l'utilise. Et l'un des trucs qu'ils utilisent, c'est beaucoup la BO de Dirty Dancing, I Have the Time of My Life, qui est pour moi la deuxième meilleure scène du film, qui est la scène de danse. Et tu te souviens quand tu m'as dit, quand Romain Duris dit que c'est un volcan qui est endormi, c'est aussi une réplique que tu as dans Dirty Dancing pour caractériser Bébé. C'est intéressant parce que Dirty Dancing, on en parle souvent comme un chef-d'œuvre, voire un chef-d'œuvre romantique, mais c'est un film qui repose énormément sur la sensualité, ce que tu n'as pas ici dans L'Arnaqueur. Et c'est intéressant parce qu'au final, tu te retrouves avec une démonstration très chaste au niveau physique de la tendresse, ce qui permet de vraiment faire le lien sur le fait que c'est vraiment leurs deux personnalités qui sont semblables. Oui, parce qu'au début, c'est pas sensuel, parce que c'est un peu manipulé. En gros, il va faire en sorte d'aimer les mêmes choses qu'elle. Il va dire « Ah, j'adore Dirty Dancing » alors qu'il l'a jamais vu. Il va faire semblant d'écouter George Michael, manger du Roquefort, etc. Donc forcément, ça marche pas. Et la sensualité, on la trouve un petit peu à la fin. Il y a une autre musique qu'on est obligé de parler, vu qu'elle arrive dans le dernier acte, et c'est ça qui a rendu le film incroyable. C'est The Story of the Impossible de Peter Von Paul, j'imagine, qui est... généralement, je me remate des fois des extraits de films parce que j'aime bien revoir des trucs, genre La Charge Durand ou le discours d'Aragorn, et c'est très rare que je me mate des extraits de films français, mais la scène de fin, c'est vraiment quelque chose de Arnaqueur, c'est vraiment quelque chose que j'aime à remater parce qu'elle est vraiment très belle. En plus, elle arrive à avoir de l'humour en elle, et ils arrivent à jouer sur les clichés de cinéma, qui est que généralement le cliché du film romantique, c'est elle qui doit partir et lui qui se met à courir vers l'aéroport pour l'arrêter. Et là, la scène finale, c'est l'inverse. C'est l'un des personnages qui fuit l'aéroport pour pouvoir retrouver la personne qu'il aime. Et je trouvais ça drôle au final que ton dernier acte soit un peu basé sur ce renversement, surtout qu'il se retrouve et que c'est le moment d'honnêteté en mode depuis le début on fait semblant, mais je t'aime, donc tout ce que tu sais de moi c'est faux, mais si t'es prêt à tenter l'aventure, on y va. Mais ce que j'aime bien, c'est que quand tu finis le film, t'es comme ouais, ça se finit là, mais ça se trouve au bout de 2 semaines, elle va se dire putain, j'aurais dû rester avec mon mari riche. Mais ouais, c'est marrant parce que en plus la scène de fin, elle est un peu, tu sais, ils courent, mais en soi, étant donné qu'ils sont tous les deux d'accord, ils ont pas besoin de courir parce qu'il y a plus d'urgence puisqu'elle décide de plus se marier. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'aime bien, c'est qu'il y a un moment, une scène dans l'ascenseur où elle comprend
tout ce qui s'est passé. En gros, on spoil parce que c'est quand même assez évident ce qui se passe et c'est l'important dans les comédies romantiques, c'est pas vraiment de savoir où va 10 ans. où ça va aller. Ouais, aussi. Mais c'est comme, en gros, elle comprend directement. Au moment où elle comprend que c'était une mise en scène, elle comprend que c'est son père qui a organisé ça. Elle comprend aussi pourquoi il a refusé d'aller au bout et de pas l'embrasser, que c'était parce qu'il était vraiment tombé amoureux d'elle. Et tu le comprends vraiment en 3 secondes. Et je trouve ça bien qu'il n'y ait pas d'arc de 10 minutes qui te disent « Ah, en fait, du coup, elle lui en veut, mais elle se rend compte que finalement, il l'aime vraiment. » Non, c'est vraiment... Elle est assez intelligente pour tout comprendre. Et ce qui fait que t'acceptes ça. C'est comme, bon, on va pas vous faire les 10 minutes un peu chiantes quiproquo. On va faire en sorte qu'elle comprenne directement. Mais c'est normal. C'est parce que normalement, la scène du quiproquo, c'est quelque chose que tu as dans le film romantique à la fin pour avoir un peu l'arc de All Is Lost. Et vu que là, t'as pas un film romantique, bah en fait, c'est surtout que vu que ton dernier arc, c'est le moment où ils tombent amoureux et que le moment où ils tombent amoureux, ils savent que leur amour est impossible, ça... c'est pas quelque chose que tu peux avoir le dernier arc amoureux. Tu peux pas avoir le truc du quiproquo où en fait ils se sont pas compris donc ils sont obligés de se séparer. Ils sont obligés de se séparer parce que depuis le début du film, on sait que cet amour est impossible. Et c'est pour ça que la musique de fin marche tellement bien. Et du coup, il la laisse passer, il la laisse partir parce que il est amoureux et du coup, il préfère qu'elle soit heureuse sans être avec elle à la fin. Est-ce que tu veux vraiment parler de la meilleure amie Ouais, parce que je trouve qu'elle est hyper importante en fait. Quand tu comprends le personnage de Juliette, je sais plus c'est quoi le prénom du personnage, mais c'est celle qui est jouée par Elena Noguerin. Et en fait, du coup, elle, c'est un peu une nympho, un peu en mode « Ah ok, je m'éclate, je bois de l'alcool, etc. » Et donc, il y a une amie qu'on comprend, une amie d'enfance de Juliette, avec qui elles ont fait les 400 coups, etc. Et en fait, je trouve ça intéressant parce qu'au départ, elle est présentée comme un obstacle. C'est-à-dire que du coup elle va vouloir pécho Robin Duris et du coup elle va être trop intrusive, mais en fait finalement c'est sa rencontre qui va faire qui va rappeler entre guillemets à Juliette sa vie passée où elle a été un peu plus punk et elle était plus c'était pas juste une œnologue bourgeoise un peu coincée du cul pour le dire vulgairement, et donc finalement ce qui paraît être un obstacle et en fait ce qui va aider quand même Juliette à réveiller, à accélérer les choses en fait dans son cheminement de pensée quoi. Mais voilà, en tout cas, je trouve que L'Arnaqueur, c'est vraiment une des meilleures comédies françaises romantiques, si on ajoute le terme que j'ai pu voir, même si, encore une fois, je ne considère pas que ce soit un film romantique. Non mais je veux dire, le pitch de base, c'est qu'il a séduit, ça s'appelle L'Arnaqueur, qu'est-ce que tu veux de plus comme indice ? Un film où l'amour domine et non les faux-semblants. Mais justement, c'est ça le but, c'est de montrer qu'ils peuvent s'aimer vraiment que quand les faux-semblants tombent. C'est le message du film. Il faut être soi-même et il n'y a pas besoin d'être riche. C'est beau, c'est l'amour, tu vois, au-delà des classes sociales. C'est ça qu'il dit le film. C'est une comédie romantique. Après, le film, il s'en fout un peu des classes sociales. Bah non, mais justement, elle est complètement dans sa tour d'ivoire, quoi, comme le mari, comme son mari d'ailleurs. Mais même si tu prends Romain Duris, le truc qui est intéressant, c'est que tu as vraiment ce truc, pour t'appuyer dans ce que tu dis dans les différents trucs, c'est que lui il est décrit comme un enfant de boxeur qui était très doué mais qui a fini par abandonner. Et la boxe, généralement, quand tu en donnes une imagerie au cinéma, tu en fais un truc de la classe ouvrière. Et c'est pour ça qu'il baigne un peu dans tout ce qui est illégal, dans un emprunt d'argent qui doit rendre finalement indirectement un autre personnage, etc., etc. Mais t'as en effet 2 classes sociales différentes, mais c'est pas le truc qui va... Enfin, en tout cas, moi, au niveau de rapport de force dans l'histoire, ça m'a pas sauté aux yeux, sans doute parce que c'est noyé au milieu de la comédie. Ouais, c'est pas flagrant, mais je veux dire, le fait que ça se passe à Monaco, le fait qu'elle soit un peu coincée et qu'elle soit extrêmement riche, enfin, je trouve que ça va dans ce côté ce truc de la retenue sur soi, en fait, qui est un truc très bourgeois, entre guillemets. Enfin, son fiancé, il a un jet privé. Mais il le conduit pas, par contre. Au final, c'est un peu l'histoire d'une princesse qui tombe amoureuse de son écuyer. C'est un amour galant. Parce que c'est son garde du corps, en plus. C'est exactement un chevalier, quoi. C'était un épisode de Projection Perdue un peu spécial Saint-Valentin sur L'Arnaqueur, un podcast de la Chimérathèque présenté par Louis et moi, Damien. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas qu'il y en a d'autres que vous pouvez écouter. Moi, vous dis salut et à plus les gens. Louis, un mot ?
Oui, salut à tous et vive l'amour. Toi, mais le fait d'avoir évoqué Lost in La Mancha, ça m'a donné envie de le revoir. C'était ma conclusion de fin, parce que dans Lost in La Mancha, qui c'est le centre du film? C'est Terry Gilliam. Mais moi, j'aime pas trop Terry Gilliam. On parle de quoi la fois prochaine? On parle de bureau et de bureaucratique. Tin, 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 tin.